La F1, c'est le pinacle du sport automobile. Piloter une Formule 1 est un exploit. À partir du moment où je mets mon casque, je ferme ma visière, on rentre dans un mode guerrier. Des millions de spectateurs regardent avec un mélange d'angoisse et d'admiration les combats des gladiateurs des circuits. On ne peut pas rouler à plus de 350 km/h en se disant « il peut rien m'arriver ». Mais l'exploit n'est pas seulement humain, il est aussi technique. La Formule 1, c'est un peu la guerre technologique. De 1950 à nos jours, ce sport a toujours été le terrain de jeu des ingénieurs les plus inventifs. C'est de la qualité totale, c'est de l'amélioration continue, de la rupture technologique, et ceci dans un rythme absolument effréné. Alors, comment construit-on une Formule 1? À quoi servent ses ailerons et son nez pointu? Pourquoi le choix des pneus est-il si important? Comment développer un moteur à la fois surpuissant et économe? Comment préserver la sécurité de son pilote? La F1 est le sport technique par excellence. Une Formule 1 est une machine de haute précision aussi sophistiquée qu'un avion de chasse. Tout y est savamment étudié au service de la vitesse. Pour concevoir et préparer ces fusées roulantes, chaque écurie emploie des centaines d'ingénieurs et de techniciens. C'est une course effrénée à la performance. Pour la première fois, l'écurie Renault, qui défend les couleurs françaises sur les circuits avec une toute nouvelle voiture, nous a ouvert les portes de ses deux usines en France et en Angleterre. Tout le monde travaille pour la gagne. C'est un mélange de talent, de connaissances, d'innovation et de passion. Au cœur des nouvelles Formule 1, un moteur hybride révolutionnaire, thermique et électrique. Vous allez découvrir les secrets de fabrication de ces bolides et voir comment, dans l'ombre, les équipes techniques les mettent au point. Sans elles, le pilote ne peut rien. Le meilleur pilote du monde, s'il n'a pas une bonne voiture, il ne gagnera jamais. Bienvenue dans les coulisses de la Formule 1, la science de la course. C'est un travail merveilleux. À chaque Grand Prix, sur la grille de départ, la tension est à son comble. Dans le monde entier, les fans retiennent leur souffle. Les moteurs ronronnent, prêts à lâcher les chevaux. Il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de stress. Il y a 22 voitures qui font plus de 850 chevaux, qui sont là et qui vont essayer de partir en même temps et tout le monde veut sortir à la meilleure position du premier virage. Les premiers tours que vous faites, mais comment je vais faire pour conduire ce truc? C'est une fusée, quoi. La Formule 1 est l'un des sports les plus regardés de la planète. Les exploits des pilotes procurent au public des sensations universelles. Mais dans les coulisses, c'est sur le terrain technique que se joue la bataille. Les ingénieurs et les mécaniciens courent aussi après la victoire au service de leur écurie. La Formule 1 est un sport d'équipe. À la différence d'une voiture de série, une monoplace de Formule 1 ne cesse d'évoluer après sa première sortie d'usine. Ses formes, ses matériaux, ses commandes électroniques, les pièces de sa carrosserie, son système de freinage et son moteur sont modifiés et améliorés tout au long de la saison. Objectif, grappiller sans relâche des dixièmes de seconde. Pour découvrir les secrets de fabrication d'une monoplace, direction la Motorsport Valley.
C'est dans cette campagne anglaise, au nord-ouest de Londres, que l'on trouve la plus grande concentration au monde d'industriels de la Formule 1. L'écurie française Renault, revenue en 2016 sur les circuits après 5 ans d'absence, possède ici sa principale usine dans le village d'Enstone. Exceptionnellement, elle nous a ouvert ses portes. Dans ces ateliers discrets, 300 personnes perpétuent le savoir-faire français en technologie automobile de pointe. C'est une atmosphère incroyable. Participer à cette course effrénée, voilà un des plaisirs de la F1. Une monoplace qui vient de participer à un Grand Prix rentre à l'usine. Entre les Grands Prix, les voitures viennent ici. Elles rentrent dans l'atelier pour être désossées et préparées pour la prochaine course. Les monoplaces sont démontées puis remontées en permanence. En moins d'une semaine, elle va être démontée, améliorée et remontée avant la prochaine course. C'est un vrai défi de parvenir à reconstruire complètement les voitures et les remettre en service pour la prochaine course. C'est une sacrée aventure. L'usine Renault d'Enstone conçoit et fabrique toutes les pièces des 2 monoplaces de l'écurie, sauf le moteur qui est construit en France. Ces pièces sont améliorées et réassemblées entre chaque Grand Prix, avec toujours la même obsession, gagner quelques dixièmes de seconde lors de la prochaine course. C'est ici, dans le bureau d'études et de conception, que la voiture et ses composants sont dessinés. Je suis passionné de la F1, mais surtout de technologie. C'est vrai de voir à quel point on peut pousser les limites du matériau. Les ingénieurs dessinent et redessinent une à une les 35 000 pièces de la voiture. Ils les testent sur des maquettes numériques et simulent leur comportement en situation de course. Toutes les pièces doivent répondre à une réglementation stricte imposée par la Fédération internationale de l'automobile. Ils restreignent les matériaux que nous pouvons utiliser, limitent la taille et la forme de la voiture et contrôlent les méthodes de construction. C'est souvent plus compliqué de travailler avec ces contraintes, cette réglementation, que de composer avec les lois naturelles de la physique. Comme dans toutes les écuries, la conception démarre par le châssis, le cœur de la monoplace. C'est la cellule de survie du pilote qui, sur certaines zones, est une surface aérodynamique, mais sur d'autres aspects, c'est vraiment le squelette principal de la voiture et sur laquelle la plupart des pièces viennent se greffer. Il y a une multitude de composants aérodynamiques. Vous pouvez voir sur une aile avant une quantité de pièces assez incroyable dans un espace relativement petit. Chaque pièce est optimisée en poids, en raideur, pour être juste ce qu'il faut. Ces voitures fonctionnent à la limite de ce qu'on peut attendre des solutions industrielles proposées. Elles sont exposées à des niveaux élevés de force et de tension. Elles sont soumises à des températures extrêmes et à des fortes vibrations. Et bien évidemment, elles doivent être plus rapides que celles des autres écuries. Pour atteindre la pleine vitesse en Grand Prix, plus de 360 km/h, la puissance du moteur ne suffit pas. Il faut aussi que la monoplace fende parfaitement l'air, d'où l'importance de l'aérodynamisme. Les écuries y consacrent en moyenne 40% de leur budget. Dans d'immenses hangars, le profil de la monoplace est testé à l'aide d'une gigantesque soufflerie. Une des plus modernes au monde est celle de l'écurie suisse Sauber. Elle permet de travailler sur des maquettes à l'échelle 60%. Il s'agit d'étudier l'influence de l'air sur la carrosserie pour en optimiser la forme. Un tapis roulant placé sous le modèle réduit simule le déplacement de la voiture pour reconstituer le plus fidèlement possible la réalité. Ce qu'on cherche dans une Formule 1, c'est pas à aller vite en ligne droite. Évidemment, on veut aller vite en ligne droite, mais c'est surtout à aller plus vite que les autres dans les virages. Pour prendre des virages très rapidement, il faut avoir énormément d'appui vertical sur la voiture.
À plus de 100 km/h dans les virages, sans appui, la monoplace filerait tout droit. Pour éviter la sortie de route, elle doit être plaquée au sol. J'ai ici un exemple d'aileron. Typiquement, si vous retournez cet aileron, vous apercevez que tout d'un coup, ça a plus la forme d'une aile d'avion. Un avion, on va utiliser les formes des ailes pour élever l'avion, alors qu'en Formule 1, on va utiliser la forme des ailes pour écraser la voiture littéralement au sol. D'où la forme inversée des ailes par rapport à celle d'un avion. Ce qui va se passer, c'est que la différence entre la surface du dessus et la surface du dessous, qui ont des formes différentes, va générer une différence de pression entre la surface du dessus et la surface du dessous. Cette différence de pression, je remets l'aile en version Formule 1, cette différence de pression, elle va surtout tirer l'aile vers le bas. À plus de 300 km/h en ligne droite, les ailerons ne sont pas les seuls éléments qui plaquent la voiture sur le bitume. Il y a bien sûr l'appui aérodynamique qui est généré par les ailerons, à l'avant ou à l'arrière, ou par la carrosserie. Et puis il y a dessous ce qu'on appelle la dépression aérodynamique. Plus le véhicule va vite, plus en dessous, si on s'organise pour ça, eh bien on extrait l'air qui se trouve en dessous et on a un espèce de phénomène de succion qui permet de plaquer la voiture au sol. Grâce à ces appuis aérodynamiques, une Formule 1 lancée à plus de 200 km/h est tellement collée à la piste qu'elle pourrait en théorie rouler au plafond sans tomber. Depuis la saison 2011, les monoplaces sont équipées d'un système qui permet d'orienter l'aileron situé à l'arrière. En faisant ça, en fin de compte, on enlève de l'appui, ce qui permet forcément de gagner de la vitesse de pointe. Ça donne une sorte de boost aérodynamique. C'est comme si on avait un élastique derrière la voiture et que d'un coup on lâchait l'élastique. Appelé DRS, ce système permet de gagner instantanément 15 à 20 km/h supplémentaires. De quoi se défaire de son adversaire direct. Rouler plus vite que ses concurrents, c'est l'obsession des constructeurs et des pilotes depuis l'invention de la course automobile. Avant, on mettait un gros moteur dans un châssis qui faisait ce qu'il pouvait, et puis après, le but c'était d'aller très vite en ligne droite. The world's leading aces, with their supercars, mobile workshops, team managers, mechanics, and all the paraphernalia which must accompany them, are preparing for the greatest of all races, the Grand Prix d'Europe. En 1950, à Silverstone en Angleterre, se déroule la première course du premier championnat du monde de Formule 1. L'année suivante, en remportant le titre de champion du monde, l'Argentin Fangio ouvre la voie aux légendes de la F1. Suivront Jim Clark, Niki Lauda, Prost, Senna, Schumacher ou Hamilton. Les premiers châssis étaient constitués de tubes d'acier assemblés avec des soudures. Le moteur était placé à l'avant et l'aérodynamisme pas encore très raffiné. Dans les années 50, les monoplaces dépassaient déjà les 300 km/h. Elles étaient extrêmement rapides. C'était assez brutal. On poussait à l'extrême la technologie qui était un petit peu sommaire, on va dire, de l'époque. Dans cette course à la performance, la technologie et le design vont vite évoluer. Et les ingénieurs inventaient des modèles parfois insolites. Il y a 20-30 ans, on a vu apparaître des voitures à 6 roues, on a vu apparaître des ventilateurs derrière avec la Brabham en 82, on a vu des choses absolument dingues qu'on ne pourrait plus voir aujourd'hui. Longueur, largeur, poids, aérodynamisme, pneumatique, le design des Formule 1 a radicalement changé depuis 60 ans. Pour relancer la compétition qui devenait parfois ennuyeuse et poser des limites à la vitesse, la Fédération internationale de l'automobile a modifié de nombreuses fois la réglementation, obligeant les ingénieurs à redessiner constamment les voitures. Les moteurs ont eux aussi connu des transformations majeures. En 1980, ma première année de Formule 1, donc c'était les moteurs Ford Cosworth, et un jour, Keith Duxworth, qui était le patron du département de moteurs, vient avec un moteur développement. Il nous dit, je me rappellerai toute ma vie, vous voyez ce moteur, il a 450, l'ancien avait 450 chevaux, celui-là a 470 chevaux. On est à la limite de ce que l'on peut faire. En Formule 1, on ne fera pas mieux. Et pourtant, seulement 6 ans plus tard, les constructeurs développaient des moteurs de plus de 1000 chevaux, 3 fois plus puissants. Mais cette course folle à la vitesse va avoir des conséquences tragiques. Depuis 1953,
35 pilotes ont trouvé la mort en course. Dans les années 50 ou même encore 60, on rappelle que les pilotes donc roulaient en polo, n'avaient pas de ceinture de sécurité, il n'y avait même pas d'arceau de sécurité. Donc quand la voiture malheureusement partait en tonneau, en général le pilote était tué. Face à l'hécatombe, la Fédération internationale de l'automobile a progressivement mis en place des mesures pour améliorer la sécurité. Limitation de la puissance des moteurs, crash test obligatoire ou encore augmentation du poids minimum de la voiture. Depuis les accidents de Roland Ratzenberger et d'Ayrton Senna en 1994, la Formule 1 semblait devenue beaucoup moins dangereuse. La peur qu'un pilote se tue au volant s'était apaisée. Ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu d'accident mortel en Formule 1, parce que tout s'est amélioré, les circuits, les voitures, les casques, les équipements. Mais la F1 reste quelque chose de dangereux, on le sait, et on ne peut pas rouler à plus de 350 km/h en se disant « il ne peut rien m'arriver ». L'accident mortel du Français Jules Bianchi en 2014 au Japon a rappelé à tous que la mort peut encore frapper un Grand Prix. Retour dans l'usine anglaise de Renault à Henston. Entre deux Grands Prix, la course contre la montre continue. Les bolides sont désossés et les mécaniciens s'assurent de l'état du châssis, la partie centrale de la monoplace. Le moteur est fixé au châssis et les suspensions aussi. Le châssis est la cellule de sécurité du pilote, là où il est entièrement protégé. Pour toutes les écuries, le châssis est une préoccupation importante, car c'est la plus grande pièce de la voiture. Ces différents éléments sont conçus pour assurer la sécurité du pilote. Ça, c'est le roll-loop, une sorte d'arceau. Si le pilote a un accident et se retourne, cette pièce en titane le protège lorsqu'il est à l'envers. Installé dans sa F1 comme dans une baignoire, le pilote doit pouvoir être rapidement extrait du châssis en cas d'accident. Ça, c'est le siège baquet. Il est fait sur mesure pour chaque pilote. Il le maintient exactement dans la bonne position. Il y a aussi un autre système de protection. En cas de crash, on extrait le pilote de sa voiture tout en protégeant sa colonne vertébrale et sa tête s'il y a une blessure à la nuque ou au dos. Le châssis est protégé par des plaques en zylon impossibles à transpercer. Ce matériau composite est l'un des plus solides conçus par l'homme. Autre dispositif anti-choc, des barres latérales de sécurité en carbone. Alors ici, vous avez affaire à un tube de crash latéral, soit contre une barrière, soit une autre voiture qui viendrait impacter le véhicule. Donc cette pièce se trouve sous la carrosserie, à cet endroit-là. Il y a un crash inférieur et un autre crash supérieur qui n'est pas montré ici. Je vais vous montrer l'exemple type d'un impact. Bon, c'est un impact à peu près à 40 km/h. Et vous voyez évidemment, c'est une vidéo ralentie qui montre à quel point le carbone est capable de dissiper l'énergie. En gros, il reste que de la poussière de carbone à l'arrivée. Pendant longtemps, un des plus grands dangers en cas d'accident était l'explosion de la monoplace. Mais à partir des années 70, la réglementation a imposé aux constructeurs un nouveau système de canalisation de l'essence. Aujourd'hui, heureusement, il y a bien longtemps qu'on n'a plus vu d'incendie en Formule 1, parce que toutes les connexions sont ce qu'on appelle auto-obturables. C'est-à-dire que si on arrache une conduite d'essence, même à très haute pression, rien n'en sort. On n'a même pas de quoi allumer un briquet ou une allumette, parce que instantanément, la canalisation s'obture. Même si les incendies sont de moins en moins nombreux, la voiture est aussi équipée d'un système anti-feu très sophistiqué. Ces goupilles oranges déclenchent les extincteurs. Elles sont facilement accessibles par les mécaniciens et les commissaires de course. Il y a plusieurs jets orientés vers le pilote et il y en a d'autres qui arrosent le moteur en cas d'incendie dans le compartiment arrière. La Formule 1 est vraiment un sport sûr. Mais le plus gros défi
est de travailler conjointement avec les instances dirigeantes, ceux qui font la réglementation, et les écuries, pour maintenir un niveau de sécurité optimal tout en préservant le spectacle sportif. De l'autre côté de la Manche, à Viry-Châtillon, en région parisienne, 250 personnes développent et construisent les moteurs Renault. C'est ici que sont conçues les 4000 pièces qui composent le moteur de la monoplace. Depuis près de 40 ans, Renault, en tant qu'écurie ou motoriste, a remporté 11 titres de champion du monde des pilotes, 12 titres de champion du monde des constructeurs et 168 victoires en Grand Prix. Renault, bien sûr, fait partie du patrimoine de la Formule 1. Renault a imposé à l'époque le moteur turbo, une nouvelle référence, et après tous les constructeurs sont venus au moteur turbo, tellement ce moteur était performant, était efficace. Au département banc d'essai, les moteurs sont poussés à plein régime, au maximum de leur capacité. Derrière ces lourdes portes, on les fait tourner dans des conditions strictement identiques à celles d'un Grand Prix. Le moteur est relié à tout un système d'alimentation et d'échappement avec les entrées et les sorties d'air et de carburant. Aussi surprenant que cela puisse paraître, les moteurs de F1 d'aujourd'hui sont de petites cylindrées, 1,6 litre comme sur une Clio. Mais ils sont 6 à 7 fois plus puissants que ceux des voitures de série. Là, on le voit de l'avant, hein. On reconnaît bien ici le V6, hein, 1,6 litre de cylindrée. On voit sur les côtés deux énormes choses qui sont ni plus ni moins que les échappements finalement. Extrêmement sophistiqué, un moteur de Formule 1 utilise plusieurs sources d'énergie. D'abord, l'énergie thermique. Quand l'essence sort du réservoir, une pompe l'envoie vers le carburateur où elle est mélangée avec de l'air. Ce mélange explose dans les 6 cylindres, ce qui produit l'énergie. Le turbocompresseur comprime l'air au maximum pour provoquer une explosion plus puissante. Et si on se met derrière, on voit une première chose qui est ici le turbocompresseur. C'est la partie qui comprime les gaz pour les injecter dans le moteur. Donc qu'est-ce qu'on fait dans un moteur de Formule 1? C'est qu'on va encore plus loin. On vient comprimer les gaz dans un ratio qui est 2-3 fois plus important que ce qu'on fait dans une voiture de série. C'est ça le challenge finalement. Depuis 2014, les monoplaces utilisent la technologie hybride. 2 moteurs électriques auxiliaires ajoutent de la puissance lors des phases d'accélération. Un premier moteur relié au turbocompresseur convertit la chaleur des gaz en énergie électrique. Dans les gaz d'échappement qui sont chauds, on libère beaucoup d'énergie qui finalement est un déchet. Et au travers de ce moteur électrique qui lui est plugué dans le turbocompresseur, on est capable de récupérer une partie de l'énergie qui est normalement gaspillée dans les gaz d'échappement. Le deuxième moteur capte l'énergie de la voiture en phase de décélération ou de freinage. Ce système récupère une partie de l'énergie cinétique générée par la Formule 1 en mouvement pour la convertir en électricité. Ce sont des moteurs générateurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent fonctionner dans les deux sens. Ou je récupère de l'énergie électrique et je le stocke dans la batterie, ou alors à l'accélération, on peut puiser de l'énergie dans la batterie et accélérer plus fort parce qu'on vient donner un surplus d'énergie sur ces roues. Maintenant, ce qui est vraiment impressionnant, ce qui est très compliqué, ce qui a été très compliqué à mettre au point pour tout le monde, c'est de faire fonctionner intelligemment, vraiment à l'unisson, les 3 moteurs. Finalement, parce qu'on n'a pas un moteur, on a ce qu'on appelle une unité de puissance. Hein, donc c'est très hybridisé et c'est ça qui nous permet d'atteindre les puissances. On atteint, je pense qu'on va atteindre cette année 1000 chevaux. Aujourd'hui, on a peut-être plus de choses à gérer, plus la façon dont on gère l'énergie par rapport à avant. En termes de sensation de pilotage, les nouveaux moteurs ont une technologie extraordinaire et donc on ne sent même pas qu'il y a plusieurs moteurs qui fonctionnent ensemble. Cette nouvelle technologie hybride permet d'économiser 30% de carburant. On est parti. Allez, let's go. Sur ce banc d'essai,
les ingénieurs poussent les 190 kg du moteur à plein régime pour en évaluer les performances et l'endurance. Car selon la réglementation, un pilote a droit à seulement 4 moteurs par saison. Objectif, repérer les usures qui pourraient provoquer une panne en situation de course. Ici, on peut faire tout ce qu'on veut. Si on veut que le moteur soit toujours chaud au maximum de ses capacités, en eau, en huile, on peut le faire. Alors que sur la voiture, on évite, c'est pas le but. Lorsque l'on pousse le moteur, les lignes d'air se dilatent au niveau des durites, à cause de l'augmentation de la pression. À pleine puissance, la température peut atteindre plus de 1000 degrés et le métal rougit sous l'effet de la chaleur. Tout au long de la vie du moteur, il va y avoir de l'usure dans le moteur. Tous les environ 500 km, on prélève l'huile, on l'analyse pour vérifier si l'intérieur du moteur se dégrade comme on le souhaite ou pas. L'ensemble des mesures s'affiche en temps réel, comme par exemple les températures ou les pressions dans chaque cylindre. Pousser le moteur à pleine puissance dans une atmosphère confinée peut s'avérer dangereux. Ça, c'est un mushroom pour couper l'allumage en cas de problème. On peut avoir éventuellement un départ de feu ou même un bruit suspect. Dès qu'on a le moindre doute, on coupe l'allumage et comme ça le moteur fonctionne sans étincelle, sans rien. Le V6 peut tourner jusqu'à 10 500 tours minute et développer plus de 900 chevaux. Les moteurs de Formule 1 actuels, ils sont énormément bridés parce qu'on est limité en débit maximum de carburant à 100 kg/h. Et si on n'avait pas cette bride, cette limitation de débit carburant, on aurait des perfos qui seraient presque les pilotes pourraient plus emmener les voitures. Il ne faut pas nécessairement opposer frugalité de la consommation et performance, voire même plaisir de conduire. Évidemment, on a plaisir à conduire une Formule 1. Évidemment, les Formule 1 sont des monstres de puissance. Et pourtant, en matière de consommation, on a également abattu des murs qu'on pensait impossibles. Nous, on voit rouler notre moteur le week-end. C'est comme un fan de foot qui voit jouer son équipe. Quand j'y suis, c'est encore plus excitant et encore mieux d'être sur place directement. Mais quand je suis devant la télé, c'est pareil. C'est beau de voir notre écurie gagner. Après l'épreuve des tests, les chevaux du moteur sont prêts à galoper sur la piste. Et comme sur toutes les voitures, les pneus vont alors jouer un rôle clé. Le pneu, c'est presque l'élément le plus important de toute la chaîne parce que c'est lui qui va permettre de transmettre la puissance au sol, ou plus exactement d'exploiter cette puissance. C'est lui qui procure une adhérence, un grip, une traction, notamment à l'accélération. Si le pneu patine, c'est qu'il ne parvient pas à restituer toute la puissance du moteur. Une bonne adhérence réduit aussi le risque de sortie de route, notamment lors des phases de décélération avant d'aborder un virage. Au moment du freinage, et là il a presque un rôle encore plus important qu'au moment de l'accélération, parce que cette période de freinage elle est plus brève que l'accélération et elle est plus violente. Donc là le pneu il est torturé littéralement, il doit ne pas se bloquer et procurer la décélération maximale à la voiture. Un pneu de Formule 1 est conçu pour résister à des vitesses de rotation de plus de 3000 tours minute, une température de 300 degrés et des forces de pression considérables, notamment lors des changements de direction. Depuis 2011, le fournisseur officiel et unique de pneumatiques est Pirelli. Le fabricant italien, imposé par la Fédération internationale de l'automobile, produit plus de 1800 pneus par Grand Prix. Le pilote et son écurie ont l'embarras du choix, car il existe 3 types de pneus. Les slicks, pour le temps sec. Les intermédiaires, conçus pour les météos instables. Et les pneus pluie, capables d'expulser 65 litres d'eau par seconde.
Ils sont sélectionnés en fonction de la météo, de la rapidité de la piste et du nombre de virages. On a coutume de dire qu'il y a peut-être des centièmes de seconde dans la performance globalement moteur. Il y a des dixièmes de seconde dans l'aérodynamique, mais il y a des secondes dans l'exploitation des pneumatiques. Pendant un Grand Prix, le changement de pneus est la plus belle démonstration que la Formule 1 est un sport d'équipe. Dans les années 50, il fallait plus d'1 minute pour changer les 4 roues de la voiture. Aujourd'hui, le record est de 1 seconde et 92 centièmes. En moins de 2 secondes, les mécaniciens réalisent de véritables chorégraphies qui peuvent faire basculer une course. Sur un Grand Prix, le pilote freine en moyenne 700 fois. Contrairement aux voitures de série, les Formule 1 sont équipées de freins en carbone dont les performances sont incroyables. Au moment du freinage, une pression hydraulique s'exerce au niveau de la pédale, puis au niveau des disques. La pression des patins fait très vite monter la température des disques de carbone. Les freins travaillent à des températures extraordinairement élevées. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne fonctionnent pas du tout, pratiquement, en dessous de 400 degrés. Et ils peuvent fonctionner jusqu'à 1000 degrés. Au-delà de cette température, les freins pourraient lâcher. Le travail des ingénieurs est de tenter de maintenir toujours la plage de température de ces freins au bon niveau. Pour refroidir le système de freinage, il faut le ventiler. Les disques en carbone sont perforés de centaines de petits trous qui laissent passer l'air. Le pilote freine très tard. Maintenant, en arrivant sur certains circuits, on va prendre Monza avant la première chicane, où on arrive à 360 km/h environ. La première chicane s'aborde, elle est vraiment très serrée, de mémoire à 75-80 km/h. Donc le pilote va perdre 280 km/h en 60 mètres. Lors de ces freinages ultra courts et violents, le pilote peut encaisser de très fortes pressions, jusqu'à 5G. C'est tout le corps qui veut continuer à avancer parce qu'on freine et les ceintures qui nous retiennent. Donc effectivement, on est poussé comme ça sur la voiture et on sent que les ceintures appuient extrêmement fort sur les pectoraux. À 5G, le pilote pèse 5 fois plus que son poids normal. Le sang descend alors de la tête vers les pieds. Le cerveau n'est plus correctement irrigué et le pilote peut momentanément perdre la vision. Ces décélérations étourdissantes sont au service de la vitesse, car un freinage efficace permet de réaccélérer plus rapidement. Pour rouler encore plus vite, un autre facteur important entre en compte, le poids de la voiture. Tout au long de la saison, dans l'usine anglaise de Renault à Enstone, les ingénieurs cherchent à optimiser les milliers de pièces qui composent la monoplace. Elles doivent être les plus légères possibles, sans nuire aux qualités techniques et aérodynamiques de la voiture. Il y a tout un tas de pièces qui sont conçues et fabriquées pour atteindre la performance ultime. Et tous ces éléments doivent fonctionner ensemble, en harmonie, pendant les 2 heures de la course. Chaque kilo en trop, c'est de la vitesse en moins. Mais la monoplace doit être suffisamment solide pour tenir les 2 heures d'un Grand Prix. Pour répondre à ces deux contraintes, une Formule 1 est aujourd'hui composée à 85% de fibres de carbone. Utilisé pour sa légèreté et sa solidité, ce matériau composite permet aussi de fabriquer de grandes pièces. Tout au long de la saison, les recherches dans ce domaine ne s'arrêtent jamais. Nous faisons des études et nous avons d'ailleurs un laboratoire ici pour qualifier certains matériaux. Récemment, par exemple, sur des pièces de carrosserie, on utilise un nouveau matériau qui nous permet d'obtenir une pièce avec une peau extérieure d'1 dixième de millimètre. Les différentes pièces de carbone imprégnées de résine sont placées sous film plastique et sous vide d'air. Les pièces sont sous vide
pour déjà éviter qu'il y ait de l'air qui soit emprisonné à l'intérieur de la pièce. Et puis pour aider la résine à se répartir à l'intérieur du moule. Elles sont ensuite chauffées pendant 90 minutes à 135 degrés dans un four autoclave pour qu'elles deviennent solides. On vient pressuriser cette autoclave, ce vaisseau. La pièce étant à l'intérieur, elle va subir cette pression-là. Donc on va venir comprimer soit le moule, soit les fils, et finalement tous les plis de pré-imprégnés. Donc la résine passe d'un état visqueux à un état solide qui donne la raideur finale de la pièce. À 2 pas de là, une autre équipe est à l'œuvre. Si 85% de la monoplace est composée de matériaux composites, les 15% restants sont en métal. On peut tout faire à partir d'un simple morceau de titane. Vraiment tout ce qu'on veut. En Formule 1, pour fabriquer les pièces très techniques, mais qui doivent aussi être très résistantes, les constructeurs utilisent le titane. Léger, ce métal a une durée de vie illimitée. Ce sont ces machines-outils qui usinent les pièces métalliques. Programmées par ordinateur, elles sculptent la matière brute à l'aide de forêts et avec une précision au micron près. Ceci est la partie droite d'un support de direction assistée. Grâce aux machines qui nous entourent, nous l'avons fabriqué en une seule opération. C'est une pièce très complexe. Nous l'avons fait d'un bloc pour être très précis et réduire la marge d'erreur au maximum. Nous avons utilisé entre 60 et 70 outils différents pour la fabriquer. Il nous a fallu presque 15 heures pour cette pièce d'art. Toujours dans le but d'alléger la voiture, la pièce est creusée pour enlever un maximum de matière. C'est la même chose avec l'industrie aéronautique. Je sais qu'Airbus a dépensé des millions pour alléger la 380 et avoir une meilleure efficacité énergétique. C'est la même chose avec la voiture. Nous devons l'alléger pour aller plus vite. Toutes les pièces de la monoplace sont testées, notamment pour en mesurer la résistance. D'autres points de contrôle permettent de comparer les pièces au plan fourni par le bureau d'études. La marge d'erreur autorisée est de l'ordre de 10 microns, soit 1/100 de millimètre. Les écuries utilisent des imprimantes 3D pour réaliser des prototypes. Depuis peu, ces machines sont aussi capables de fabriquer des pièces sur mesure qui seront directement montées sur la monoplace avant une course. Les choses ont progressé. Désormais, les matériaux sont plus solides et les pièces résistent à de très hautes températures. Nous les utilisons pour les prototypes, mais aussi directement sur les voitures de course. Il y a 20 ans, c'était inimaginable. Entre deux grands prix, les imprimantes 3D permettent de gagner énormément de temps pour modifier la monoplace. Il faut en moyenne 6 jours pour fabriquer une pièce en fibre de carbone. Alors entre deux courses, lorsque vous n'avez qu'une semaine pour la fabriquer, c'est presque impossible. Ici, c'est plus facile, nous fabriquons du jour au lendemain. C'est un changement radical par rapport au vieux processus de fabrication. Mais une partie de l'usine reste encore à l'écart de ces très hautes technologies et des robots. Car certaines pièces très complexes doivent être façonnées à la main. Nous sommes les dinosaures de la Formule 1. Notre travail est très manuel. Pas d'ordinateur, pas de logiciel, essentiellement des marteaux. Comme Peter, une dizaine d'artisans au savoir-faire traditionnel travaillent à la main sur des pièces qui ne peuvent pas être réalisées par des machines-outils. Avec leurs marteaux et leurs maillets, eux seuls peuvent créer cet enchevêtrement de tubes aux courbes parfaites. On a besoin de beaucoup d'échanges entre nous et le bureau d'études. Ils arrivent avec certaines idées et nous, on leur conseille quelques changements pour parvenir à les fabriquer.
Pièces en titane ou en fibre de carbone, pneumatiques ou système de freinage, boîte de vitesse ou moteur, les milliers de composants d'une Formule 1 prennent vie et entrent en symbiose grâce à l'électronique. Dans l'usine d'Enstone, une vingtaine de techniciens s'occupent exclusivement de ce département. La monoplace est parcourue par plus d'1 kilomètre de câbles reliés à des cartes mémoire et à des capteurs. Véritable cerveau de la voiture, c'est le volant qui fait l'interface entre le pilote, l'électronique et la mécanique. En course, on regarde ce qui est marqué à l'écran, donc où on en est en termes de temps autour, combien de tours il reste, où on est la batterie, comment on est en consommation d'essence, on a les températures de pneus. Dans ce volant se trouvent différents composants électroniques. Nous en avons un pour gérer l'affichage et d'autres qui se connectent à l'ensemble des boutons. Chacun de ces boutons a une fonction bien précise. Le bouton appelé DRS permet d'ouvrir l'aileron arrière pour gagner de la vitesse, notamment pour effectuer un dépassement. Les fonctions basiques de commande sont situées à l'arrière du volant. Derrière, vous avez les fonctions principales pour les changements de vitesse, avec notamment le contrôle de l'embrayage. La plupart des boutons agissent directement sur le moteur. Différentes configurations de course sont enregistrées. Un des boutons permet d'enclencher la puissance maximale pour le départ. Un autre sélectionne les réglages de base selon le type de pneu choisi. En fonction des phases, il y a des espèces de stratégies que le pilote peut choisir, qu'on propose au pilote à la radio, qu'il choisit. Alors est-ce que c'est des phases de dépassement, est-ce que c'est des phases d'économie d'énergie, est-ce que c'est des phases de safety car? C'est pendant les séances d'essai avant les Grands Prix que les ingénieurs affinent les derniers réglages. On se bat tous maintenant dans l'optimisation au dernier dixième, au dernier centième de l'utilisation de l'énergie. Okay, box now. From doing this table. Ce bouton limite la vitesse à 80 km/h. Le pilote l'active à l'entrée des stands. Dans le cockpit, l'air ne circule pas. À quelques centimètres du moteur, le pilote se trouve dans un véritable sauna où la température frôle les 60 degrés. Un système intégré au casque lui permet de s'hydrater en course. Le problème n'est pas d'appuyer sur les boutons ou de tourner les boutons, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière. Et c'est là où aussi le pilote avec les ingénieurs passe beaucoup de temps, même si on essaye de leur simplifier au maximum le travail. Le bouton radio établit la communication avec le paddock, le directeur sportif et le reste de l'équipe. C'est l'antenne radio située sur le nez de la voiture qui assure la transmission. La liaison entre la monoplace et l'équipe ne se limite pas à la radio. Les F1 sont aujourd'hui truffés de capteurs qui transmettent en temps réel et pendant n'importe quel Grand Prix toutes sortes d'informations. Les 150 capteurs sont répartis entre le châssis, entre le moteur. Il y a de tout ce qui est température, pression, niveau. Chez Renault, à chaque Grand Prix ou lors des essais qui le précèdent, les ingénieurs suivent la course en direct dans le centre opérationnel de Viry-Châtillon. Les yeux rivés sur leurs écrans, ils cherchent les failles dans les réglages. On est ici dans les mêmes conditions qu'en Grand Prix. Qu'il s'agisse d'un Grand Prix en Australie ou en Europe, ou comme ici des essais libres au Grand Prix d'Abu Dhabi, les ingénieurs ont accès aux informations vitales de leur monoplace et sont en contact permanent avec les stands en bord de piste. Mathieu Poncelet. Regarde bien, il se met en défaut à 17,05,29. Nous ici, on est un petit peu plus en recul. On peut les laisser s'occuper de, on va dire, de la vie courante du moteur. Et nous, on peut arrêter les données, regarder, analyser, ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire en piste parce qu'on doit être vraiment dans l'action et s'assurer que le moteur est en bonne santé, entre guillemets. Tous les organes de la voiture sont contrôlés. Plus de 150 000 mesures sont envoyées chaque seconde.
une quantité phénoménale d'informations à analyser. Ces graphiques permettent aux ingénieurs et aux techniciens d'analyser les performances des pilotes. Un pilote ne peut plus mentir comme c'était le cas avant, en disant comment je passe à fond dans la courbe du fond, là-bas je comprends pas, ma voiture fait ci. Bon, aujourd'hui les ingénieurs, avant même et en temps réel, savent exactement, pour prendre cet exemple très simple, si le pilote soulage un petit peu ou si la trajectoire qu'il suit est exactement conforme. Tu pourras demander feedback côté overload, parce qu'on a des ratios un peu trop élevés. C'est 1 million de détails qui vont faire gagner quelques dixièmes de seconde. On peut avoir un problème dans un virage sans forcément savoir exactement quelle est la cause du problème. Et les ingénieurs, en ayant toutes les données, peuvent nous dire, voilà, tu as du blocage de roue arrière dans ce virage, essaye de changer ta balance de frein. Parmi toutes ces informations qui abreuvent le staff technique, les plus précieuses sont celles que fournisse le pilote lui-même qui fait corps avec sa machine. Le pilote, c'est le meilleur capteur qu'on ait dans la voiture. On peut en avoir 500. Il y en a un qui, finalement, ressent encore beaucoup de choses que nous, on n'est pas capable de traduire. Et ça, c'est vrai que c'est un peu difficile à comprendre par tout le monde en se disant, oui, maintenant, on met des capteurs partout. Mais seuls des pilotes professionnels vont être capables de tirer la quintessence de cette voiture-là. La Formule 1 est autant une histoire d'hommes que de machines. Dans les paddocks, à quelques minutes du départ, juste avant de lâcher le bolide, les mécaniciens procèdent aux derniers assemblages, peaufinent les derniers réglages. Mais l'issue de la course ne dépend plus seulement d'eux et de leur prouesse technique. Jusqu'à la ligne d'arrivée, la monoplace va maintenant laisser son sort au pilote. Lui seul peut l'amener jusqu'à la victoire. Il y a le bruit du moteur, il y a le défilement de l'image qui va très vite. Il y a surtout la gestion de la voiture, de la glisse, du comportement de la monoplace. Mais quand on arrive à faire en sorte que la voiture soit finalement un prolongement de notre corps, c'est là la plus belle sensation. Le pilote est tellement dans le baquet, il est tellement au milieu de la voiture qu'il ressent par le bassin physiquement le comportement de sa monoplace. Tout le comportement de la voiture se gère avec la pédale de frein principalement, avec le transfert des masses, avec la vitesse avec laquelle on approche un virage. Et donc on ressent tout à travers les fesses et c'est elles finalement qui nous disent bah voilà, il faut corriger en sens, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut mettre plus de vitesse, moins de vitesse, etc. Une voiture de course, une F1, quand vous allez chercher les derniers dixièmes, c'est toujours compliqué. On n'imagine pas quelle énergie il faut mettre pour la faire aller vite. Une Formule 1 exige un engagement total de son pilote. Il faut des aptitudes hors du commun pour dompter ces monstres de puissance et en exploiter tout le potentiel. Le meilleur pilote dans la plus mauvaise voiture ne gagnera pas et vice-versa. Donc c'est forcément une combinaison, mais c'est aussi le meilleur pilote qui fera la meilleure voiture. Obtenir la meilleure voiture, c'est trouver le dosage parfait entre vitesse, puissance, maîtrise et sécurité. C'est aller au-delà de ce que l'on croit possible pour assurer le spectacle. Donc cette progression technologique, on la vit au quotidien. Si on se projette à 20 ans, je pense que la F1, soit on ira 2 fois plus vite au tour, soit on utilisera 2 fois moins de carburant, soit je sais pas, mais on continuera à avoir cette progression. Il ne faut pas se préoccuper de la place de ses adversaires. Il suffit de maintenir un taux de développement plus fort que les autres et vous les dépasserez. Le rôle des écuries est de repousser sans cesse les limites. C'est la magie de ce sport. Cette course à l'innovation dure depuis les débuts de la Formule 1. Elle ne s'arrêtera jamais.